Bonsoir Régis Jantet. Bonsoir à vous. Merci d'être parmi nous. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie et de la région du Caucase, longtemps correspondant en Géorgie. Votre dernier livre, Donald Trump, Notre homme à Moscou, c'était en 2024 chez Notre homme à Washington. Il est bien ce lapsus. Notre homme à Washington, Donald Trump. Donc chez Grasset, vous étiez venu d'ailleurs nous en parler sur ce plateau. Vladimir Poutine est-il fragilisé ? Est-ce qu'on a le droit de se poser la question ? Parce qu'on va revenir sur toute une série d'éléments qui nous font poser cette question ce soir. On va partir des images du jour, ce défilé du 9 mai, cette date qu'il a remis dans les mémoires russes. C'était bien différent de celui de l'année dernière, même si les caméramans de Moscou avaient zoomé sur, on voit les images, les soldats défilant sur la place rouge, aucune arme lourde, pas de chars, pas de lance-missiles, très peu d'invités, à part quelques chefs d'État, le Malaisien, le Slovaque, le Laos était présent aussi. En tout cas, beaucoup moins que par le passé, évidemment, que par celui de ce défilé de l'année dernière. C'était le 80e anniversaire. Ça ne ressemble pas à Poutine d'assumer une forme de faiblesse comme ça. Non, après, il ne peut pas se permettre de ne plus célébrer ce moment. Ça a été remis au goût du jour assez récemment, d'ailleurs, en 1995 seulement. Avant, ce n'était presque pas fêté, ou presque jamais fêté à l'époque soviétique. Lui, on a vraiment fait un rendez-vous régulier. Pourquoi, d'ailleurs ? Il en a fait un rendez-vous régulier parce qu'il a construit sa légitimité sur la scène internationale comme étant du bon côté sur l'héroïsme et les sacrifices réels qu'il ne faut surtout pas négliger des soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais lui, pour se placer symboliquement du bon côté de l'histoire, eh bien, il l'a repris à son compte. Et c'est une vraie colonne vertébrale, c'est extrêmement puissant pour pouvoir asseoir son idéologie, en quelque sorte. Est-ce qu'il est humilié, Poutine, selon vous, aujourd'hui, avec un défilé à minima comme celui-ci ? Oui, certainement que ça ne lui fait pas plaisir. Est-ce qu'on peut dire humilié ? Je ne sais pas. Mais oui, certainement, parce qu'il est obligé, d'une certaine façon, là, de reconnaître qu'il y a un échec, qu'il y a un problème sur le terrain. Il est là d'abord. On va y venir au terrain militaire, bien évidemment. Ukrainien. Mais s'il a réduit la voilure, c'est évidemment à cause des menaces. Les menaces qui pèsent sur lui, peut-être celle qu'il craint le plus, la menace de drones, les drones ukrainiens. Aujourd'hui, les drones ukrainiens peuvent atteindre Moscou. Oui, en tout cas, ils l'ont fait très souvent ces 4 dernières années. À vrai dire, jamais, à notre connaissance, la personne de Poutine n'a été véritablement menacée. Il n'y a pas eu d'assassinat, par exemple, de haute personnalité. Il y a eu quelques généraux. Mais bien sûr qu'il y a un certain risque, évidemment, pour lui, quoi. Et c'est surtout... L'image qu'on voit là, c'est justement les frappes que peuvent faire un drone ukrainien à Moscou. Certes, c'est un drone, mais le symbole est fort. On voit que les immeubles peuvent être atteints. Oui, il y en a eu beaucoup à une époque. Il y en a beaucoup, moi, maintenant, depuis un an et demi. Mais il y avait beaucoup d'immeubles, d'entreprises, etc., qui étaient touchés dans Moscou, dans la banlieue de Moscou, effectivement. Donc le rapport de force change un peu avec ces nouvelles armes de longue portée. Et pourtant, Volodymyr Zelensky a accepté la trêve. Alors c'est Donald Trump qui l'a annoncé, une trêve de 3 jours. D'ailleurs, on voit qu'elle n'est pas respectée. Sur le terrain, on va en parler. Mais du 9 au 11 mai, les armes, normalement, vont se taire. Pourquoi il accepte, Volodymyr Zelensky ? Est-ce que c'est dans son intérêt ? Oui, de toute façon, parce que la guerre reste aussi très très lourde, évidemment, pour les Ukrainiens, même si depuis 3 ou 4 mois, la tendance est plutôt favorable à l'Ukraine. Non seulement la Russie ne prend plus de territoire, mais l'Ukraine en a repris. Elle a repris environ 120 km². C'est pas énorme, enfin, c'est quand même quelque chose. Donc ça dit vraiment de l'inversion qu'on a aujourd'hui maintenant sur le front. Pour le moment, combien de temps ça durera, on ne sait pas. Mais manifestement, ça reflète les difficultés. Il se fait plaisir aussi avec un décret. Vous avez vu le décret de Zelensky qui, je cite, autorise cette trêve et qui donne même les coordonnées GPS de l'emplacement de la place rouge. Ça veut dire qu'il gagne dans ce moment important pour la Russie, la bataille de la communication ? Avec ses provocations. En tout cas, il la joue parfaitement bien. Il la joue parfaitement bien depuis le premier soir. Souvenez-vous, lorsqu'il avait dit aux Occidentaux, je n'ai pas besoin d'un taxi pour quitter le pays, mais j'ai besoin d'armes. Il avait
voilà, il avait fait son entrée dans la guerre et il est toujours sur cette ligne-là. Il y a eu plusieurs moments d'ailleurs de communication avec beaucoup d'humour, mais c'est plus que de la communication. Je crois que c'est quand même quelqu'un qui montre où est l'ascendant, qui arrive à placer l'Ukraine très bien sur l'échiquier politique en fait. Alors, on va regarder un peu le terrain militaire, si vous le voulez bien, parce qu'on a tous assez envie d'accumuler les signaux de faiblesse. Mais attention au point de vue occidental qui surdimensionnerait un petit peu ces différents cailloux. Sur le terrain militaire, les Russes, pour la première fois depuis plusieurs mois, reculent. On va voir la carte. Les 120 km² à l'est récupérés, c'est autour de Zaporijjia, de Kharkiv et de Donetsk. Bon, c'est peu, 120 km². Ouais. Est-ce que c'est quand même un tournant pour vous ou il faut rester prudent ? Je ne sais pas si c'est un tournant. En tout cas, ça montre que la Russie est loin d'avoir gagné cette guerre et qu'elle la perdra peut-être même, contrairement à ce qu'a dit M. Trump, dont on parlera plus tard. Mais donc un tournant, on ne sait pas encore. Une des raisons de ce problème, c'est notamment le fait que les Russes ne peuvent plus bénéficier du renseignement satellitaire par les satellites de M. Musk aux États-Unis. Starlink, ça a beaucoup pesé. C'est là que la tendance s'est inversée, où les Russes ont cessé de prendre du territoire avant de commencer même à en perdre le mois dernier. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Un tournant, c'est difficile à dire parce que ce qui se passe sur le front, c'est une vraie compétition. Les Russes ont été en retard au départ, avec les drones qui ont vraiment émergé au cœur de cette guerre. Ça devient une guerre de drones et il y a une compétition de technologie. Donc parfois, pendant un mois ou deux, c'est l'un qui a l'avantage et puis c'est l'autre parce qu'il a appris comment brouiller, par exemple, les communications des drones de l'adversaire avant que l'autre n'invente d'autres types de drones. La guerre a complètement changé. Elle a complètement changé. Et là, cette vitesse dans la technologisation, dans l'acquisition, dans l'invention aussi, eh bien, elle est difficile à imaginer. Ce qu'on sait, ce qu'on voit, et ça, c'était pas évident, mais c'est que la Russie peut perdre cette guerre. Là, on en a une preuve. Et sachant que la question est bien sûr une question d'hommes, de nombre d'hommes sur le front, mais pas seulement. Et si l'Europe est derrière, ou les États-Unis, mais là, ils n'y sont plus véritablement, ils le sont encore un peu, mais notamment l'Europe se trouve derrière les Ukrainiens, eh bien, il y a plus d'argent que n'en ont les Russes, à vrai dire. Vous pensez qu'avec finalement ce prêt ou ce plan de soutien de 90 milliards d'euros des Européens, qui, ça y est, va pouvoir être actionné, puisque Peter Magyar l'a dit, il ne mettra pas son veto, le nouveau Premier ministre hongrois, la donne militaire peut changer ? En tout cas, c'est un facteur extrêmement important. Et encore une fois, la compétition est tellement compliquée, il y a tellement d'acteurs qui sont aujourd'hui mêlés. Mais oui, effectivement, elle peut changer. En tout cas, c'est ce que montrent ces derniers événements, c'est qu'il est loin d'être évident que la Russie gagne cette guerre. Et c'est ce qu'on entend aussi venant de la Russie. Il y a de plus en plus de personnalités autour de M. Poutine qui sont pourtant des va-t-en-guerre, des gens même qui ont convaincu M. Poutine au départ qu'il allait dans la bonne direction, avant même la décision de faire la guerre en février 2022, qui aujourd'hui, selon mes informations, commence à lui dire qu'il faudrait trouver une porte de sortie. Alors, Poutine fragilisé, on le voit le jour du défilé, avec ce défilé un petit peu au rabais, et puis qui se sent menacé. A-t-il vraiment les raisons concrètes d'avoir peur pour sa survie, hein ? En tout cas, il est guetté par une forme de paranoïa très claire, puisque selon une source européenne reprise, des services secrets reprise par CNN et des médias indépendants russes, il vivrait dans un bunker. Extrait d'un reportage de France 2 de Dorothée Olyric. On va voir cet extrait dans un tout petit instant. Les gens qui travaillent au plus proche de Poutine ne sont pas autorisés à utiliser des téléphones avec Internet. Ils ne peuvent pas prendre les transports en commun. Ils sont conduits par des officiers des services de sécurité. Et chez eux, ces cuisiniers, gardes du corps ou photographes sont surveillés par des systèmes vidéo. Et selon ce rapport, il passerait la plupart de son temps dans un bunker ultramoderne. Voilà, et ce bunker, il serait dans les sous-sols de ce palais sur la mer Noire, révélé par Navalny, un palais absolument, voilà, les photos, les images d'un luxe absolu. C'est possible ? C'est vraiment possible il a des raisons de s'inquiéter. Qu'il s'y réfugie ? Il a raison de s'inquiéter parce que c'est quand même la guerre d'un seul homme.
il y a très peu de personnes autour de lui qui étaient pour cette guerre, y compris dans ses services de sécurité. Il y a bien sûr des gens qui le suivaient, mais pas énormément. Et puis on a vu ce que les Ukrainiens savaient faire. Ils ont fait quelques assassinats de généraux très audacieux. Ils ont fait quelques opérations, souvenez-vous, très profond dans le territoire russe. Donc, il a quand même des vraies raisons de s'intéresser et de s'inquiéter. Et effectivement, les Ukrainiens, si par exemple ils pouvaient assassiner, on imagine aussi que d'autres de services de sécurité étrangers, occidentaux, ne seraient pas forcément contre les aider, eh bien, ça pourrait changer la donne de la guerre, effectivement. On ne sait pas ce qui se passe si demain, M. Poutine sort de la scène politique d'une manière ou d'une autre. Est-ce que la guerre continue ? C'est pas du tout certain. D'ailleurs, il serait même un peu paranoïaque, d'après ses sources. Sur la paranoïa, c'est difficile à dire parce qu'on il pense que Shoigu, son ancien... Par exemple, j'y crois pas. Alors expliquez-nous à tous téléspectateurs de quoi on parle précisément. Shoigu, c'était l'ancien ministre de la Défense de M. Poutine qui a été écarté à un moment donné parce qu'il y a eu toute une rivalité à l'intérieur du ministère avec, souvenez-vous, ce M. Prigojine, le patron de cette milice privée Wagner, etc. Et il a été déchu, en fait. Shoigu, il est maintenant chef du Conseil de sécurité, mais c'est un titre un peu honorifique, même s'il a encore quelques pouvoirs. Mais tout son entourage a été décimé politiquement. Ils sont en prison pour corruption. Et donc, je ne crois pas que Shoigu soit en mesure de le faire. C'est quelqu'un qui a été très fidèle à M. Poutine depuis le début. Alors, vous me direz, les Brutus, c'est là qu'il faut les chercher. Mais je ne pense pas qu'il soit en mesure de le faire. Donc ça ressemble un petit peu à un scénario dessiné. Ça ne veut pas dire que le reste de l'information donnée par les sources de renseignements occidentaux soit fausse. Mais sur cet aspect-là, je crois que ce n'est vraiment pas crédible, à mon avis. Et si la menace venait de l'intérieur ? En tout cas, si la société civile commençait à bouger, et ça commence souvent par l'économie. Que sait-on de l'état de l'économie russe, basculée en économie de guerre ? Là encore, je vais vous montrer un extrait d'un reportage du 20h de France 2, Valérie Le Rouge, qui est allée du côté des entreprises qui s'inquiètent des augmentations d'impôts. Dans les rues de Saint-Pétersbourg, des panneaux fleurissent et viennent entacher la splendeur de l'ancienne capitale de l'Empire. Arienda, alloué, écrit en gras un peu partout, même dans les avenues prisées. Des dizaines de bars, magasins ou salons de coiffure ont fermé depuis janvier, victimes d'un tour de vis fiscal. Le gouvernement a aussi augmenté la TVA de 20 à 22% au début de l'année. Daria Demchenko était propriétaire de 4 salons de beauté. Elle n'en a gardé qu'un, étranglée par l'accumulation des charges. Ça, c'est l'électricité, l'eau, le loyer. En 2025, quand la TVA était à 20%, je payais chaque mois 33 000 roubles, environ 370 €. Maintenant qu'elle est passée à 22% et avec les nouvelles règles, je paye 49 000 roubles, 550 €. Impossible pour elle de répercuter la totalité des hausses sur ses prix, au risque de faire fuir les clients. Si les faillites d'entreprises continuent de se multiplier ainsi, les mesures fiscales qui étaient supposées renflouer les caisses de l'État pourraient bien avoir l'effet inverse. Le gouvernement russe a donc commencé à faire marche arrière et vient de suspendre pour 9 mois l'un des volets concernant la TVA, mais uniquement dans le secteur de la restauration, enfin pour l'instant. C'est pas anodin. Non, du tout. Pour la première fois, le gouvernement russe recule face à une hostilité, une difficulté de la population. Il l'avait fait dans le passé, là où M. Poutine peut être très dur avec ses opposants libéraux, disons. En revanche, lorsque les retraités, par exemple, c'était il y a très longtemps, mais sortent dans la rue, là, il recule souvent très, très vite. Donc, effectivement, c'est pas anodin ce qui se passe. Il y a quand même une distinction à faire. Votre reportage, très bien, montre la situation des entreprises. Oui. Augmentation de la TVA, etc. Ils ont vraiment des vrais problèmes et c'est là que la grogne se trouve. Et dans les très grandes entreprises, dirigés par des gens qui sont souvent très proches de M. Poutine, ça grogne. Par exemple, ils vont se plaindre des taux directeurs de la Banque centrale parce qu'ils sont incapables de pouvoir se financer, ça leur coûte beaucoup trop cher. Et donc, du coup, ils perdent en compétitivité, ils ne peuvent plus réinvestir dans leurs industries, que ce soit le pétrole, que ce soit le complexe militaro-industriel, etc. Donc là, on voit des opposants. Le coût de la guerre pour Poutine et son difficile financement peut devenir une forme de limite pour lui ? Au niveau de la population, c'est différent parce qu'en fait, toute cette situation fait que finalement, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Pour une part, en plus, les salaires sont boostés du fait de cette offre,
par ailleurs, il y a ceux qui vont à la guerre. Alors, ça reste une minorité, mais qui ont des salaires très importants. Donc, au niveau de la population, il y a de l'inflation, mais en même temps, il y a aussi de l'argent qui rentre. Pas forcément chez tout le monde. Mais, donc, je ne suis pas sûr qu'il y aura une grogne parmi la population dans les temps à venir. Mais ça se complexifie. Il faut trouver de l'argent. On voit bien que c'est un problème pour le pouvoir. Pour la première fois, alors que c'est une gestion budgétaire nationale, fédérale, plutôt stricte, assez austère, à vrai dire, eh bien là, maintenant, on a du déficit. Ça, c'est nouveau. De même, c'est souligné dans le reportage, il y a des impôts, hausse de la TVA, mais aussi un impôt progressif. Donc, ça veut dire que petit à petit, on va imposer la classe moyenne. Et ça, évidemment, comme les Russes soutiennent assez peu moralement cette guerre, c'est un vrai problème parce que du coup, on leur demande cette fois de payer de leur poche pour cette guerre. Alors justement, les Russes soutiennent assez peu cette guerre, moralement, parce qu'aucun ne se risque de la critiquer directement. Oui. Et on a même l'impression parfois qu'ils essayent même de l'oublier, qu'il y a une forme de repli sur soi de la société. Mais quand on regarde les sondages, le taux d'adhésion à l'action de Poutine est en baisse. Et il s'agit de sondages officiels d'instituts russes. Le Centre pan-russe d'études de l'opinion publique montre qu'il est à 65,6%. Ce taux d'adhésion, il était à 75% début février. Il y a un quart des Russes qui commencent à douter de Poutine. Alors, il faut être très prudent avec les sondages. C'est très difficile de tester le moral des Russes. Mais comment interprétez-vous cela ? Oui, le fait qu'un institut de sondage qui reste sous contrôle montre cette baisse de la popularité de M. Poutine, ça veut dire quelque chose. C'est quand même 10 points de perdu. Donc, ça compte dans un pays où le sondage, comme vous le soulignez, je crois, est problématique, évidemment. Dans un régime autoritaire ou une dictature, où vous ne livrez pas votre opinion à un sondeur, comme vous pouvez le faire en France, par exemple. Que pensent les Russes, pas du tout. Donc ça, c'est assez difficile à penser. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a peu d'adhésion morale à cette guerre, et en même temps, on essaie de l'ignorer, vous l'avez très bien dit. On essaie de l'ignorer, de vivre comme si elle n'existait pas. Mais le grand sport, c'est quand même d'essayer de l'éviter. Moi, j'ai par exemple des amis dans certaines régions, je pense au Daghestan, par exemple, région sensible, qui a au départ envoyé beaucoup de soldats à la guerre. Chaque famille s'est arrangée pour éviter d'être sur le front. Donc, éventuellement, on renonçait à des salaires mirobolants offerts, mais on se trouvait planqué, lorsqu'on était militaire, à faire de la logistique à l'arrière du front, par exemple. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, et c'est plutôt les gens qui sont vraiment dans le besoin qui, là, vont faire une sorte de calcul économique en se disant, on envoie un membre de la famille, ou un membre de la famille dit, je vais y aller, quitte à mourir, mais en attendant, on aura des salaires importants, des pensions pour la famille, si vraiment c'est terrible ce que vous décrivez. Il y a des signaux quand même d'une prise de distance. Alors, ce n'est pas ceux qui sont en Russie, mais cette vidéo, je suis sûre que vous l'avez vue, d'une blogueuse, ancienne mannequin, a fait des dizaines de millions de vues. Elle s'adresse directement à Vladimir Poutine. Vladimirovitch, les gens ont peur de vous. Le peuple a peur de vous. Les blogueurs ont peur de vous. Les gouverneurs vous craignent. Les artistes ont peur de vous. Tout ce qui nous sépare, nous, le peuple et vous, c'est cette racaille. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, la racaille, c'est l'entourage. Alors, on ne critique pas directement le chef du Kremlin, mais on dit qu'il est très mal entouré. C'est quand même pas anodin, là non plus, ce genre de message. Alors, elle est à Monaco, cette jeune fille. Voilà. Mais ça a beaucoup tourné. Bien sûr, effectivement. Le nombre est parlant, et c'est un signe parmi tant d'autres, effectivement, qu'il y a un problème. On voit aussi des blogueurs, ce qu'on appelle les blogueurs Z, donc des blogueurs militaires, qui s'adressent plutôt à une population qui soutient plutôt la guerre, qui elle, ne l'ignore pas, a envie de savoir ce qui s'y passe, et qui sont parfois assez critiques. Certains disent ça va n'importe où, cette guerre, on ne va pas la gagner. Donc il y a du pessimisme qui s'exprime, alors que ce sont des gens qui font partie pleinement du système, qui parfois sont plus ou moins financés, ou en tout cas de mèche avec des grands généraux ou des parties de l'appareil militaire. Donc on a raison de poser la question d'une fragilisation, d'un moment plus difficile pour Poutine. Ce qui ne veut pas dire qu'il va tomber non plus, parce que par exemple, moi je travaille beaucoup sur les élites, sur les cercles dirigeants autour de Poutine. J'avais fait un rapport il y a quelques années pour l'IFRI, le think tank, l'Institut français des relations internationales, et je m'étais intéressé aux 100 personnes autour de Poutine, les plus puissantes, disons, ce qu'on considère les plus puissantes. Et à l'époque, il y en avait un qui avait fait défection. Et aujourd'hui, il y en a 2. Donc ça montre que, parce que le régime est très solide, parce qu'il tient tout le monde, par la carotte et par le bâton, malgré tout, le régime tient pour le moment. Donc rien n'indique qu'il va non plus s'effondrer. En revanche,
que les sanctions mordent, que l'économie se trouve dans une situation difficile et que du coup, ça pousse M. Poutine, et essentiellement lui, mais son entourage, à changer de son fusil d'épaule, à peut-être accepter des négociations à un moment donné. Parce que pour l'instant, ces négociations, c'est plus qu'un serpent de mer. Ouais. Quel est le rôle de Donald Trump, véritablement, dans ce conflit? On a l'impression qu'il est assez nul aujourd'hui. Je veux dire, il a absolument rien atteint. Et donc, on a l'impression qu'il n'a pas de prise sur M. Poutine. Les seuls qui aient de la prise sur M. Poutine, ce sont encore ce qu'on appelle les siloviki, les structures de force qui lui apportent de l'information. Ce sont eux qui décrivent quelle est la situation sur le front au président et qui lui disent que a priori, ça devrait marcher. Mais il n'a pas complètement levé les sanctions américaines sur la Russie. Non, du tout. Il l'a fait un peu à la faveur de la situation d'un moment de la guerre en Iran. Non, on voit que Trump n'a pas du tout changé. En vrai dire, il y a quelques jours, il disait encore que de toute façon, l'Ukraine a perdu cette guerre, alors que tout nous montre depuis 3 mois que ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'il a fait à ce moment-là, il a juste flatté M. Poutine, comme il le fait depuis le début. Alors, il le flatte pourquoi? Votre intime conviction, vous qui avez beaucoup travaillé sur les premiers voyages de Donald Trump, bien avant d'être président dans les années 80, vous qui avez mis un pavé dans la mare sur une forme de complaisance, pour ne pas dire plus, de compromettre peut-être. Qui pour le moment n'est pas démenti. Qui n'est pas démenti, mais est-ce que vous pensez qu'il veut que la Russie gagne parce qu'il est lié à la Russie, ou tout simplement pour détacher la Russie d'un point de vue stratégique de son ennemi chinois? Je ne crois pas que Trump ait des vues aussi stratégiques. Il y a des gens dans son entourage qui peuvent l'avoir. Je pense à M. Colby, qui est au ministère de la Défense et qui est quelqu'un qui a une vision sur la Chine, effectivement. Mais Trump n'a pas ce genre de vue stratégique. Il est plutôt dans l'immédiat. Et lorsqu'on lit les livres, les articles des gens qui ont travaillé avec lui, qui savent comment il prend les décisions, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. De même qu'il ne prend pas les décisions pour des raisons économiques. Ça, c'est faux. Ah bon? Parce que regardez ce qu'il a dit sur l'Ukraine. Oui, ça, c'est ce qu'il dit. Il veut directement investir et profiter des ressources de l'Ukraine. Personne ne sait combien il y a de terres rares en Ukraine. Personne. Moi, j'ai travaillé sur ces questions. Donc ça, c'était juste du bluff. Et je pense que c'était pour mieux cacher le fait que, justement, il faisait de la politique et qu'il était en train de faire des compromis vis-à-vis de M. Poutine. Alors, expliquez-nous pourquoi Trump, pour vous, n'a pas en tête le business ce matin, midi et soir. Parce qu'il fait de la politique, c'est quelqu'un qui est très idéologique, qui a une vision, aussi parce qu'il cultive un électorat qui l'a amené au pouvoir et qu'il essaie de flatter cet électorat, en quelque sorte, ce qu'on appelle les MAGA notamment. Alors parfois, il élargit un peu... Donc c'est pas simplement un deal maker au profit de sa famille? Non. Ça existe aussi en marge, effectivement, mais c'est pas sa raison. Je crois que c'est quelqu'un qui est quand même très idéologue. Et souvent, ses décisions, en revanche, il peut pas, par exemple, montrer à l'opinion américaine, et ni non plus à la CIA ou aux personnes qui tiennent l'État américain, qu'il est en train de faire des concessions très importantes. Donc, dans son idéologie, il y a une forme de fascination pour le modèle autoritaire Poutine. Oui, c'est ça. Que vous nous dites. À la fois, je pense qu'il est tenu par des vieilles relations qu'il y a, notamment d'argent. Il y a un oligarque, par exemple, qui, en 2008, a racheté... 2008, c'est le moment de la crise financière globale. C'est un moment très important, très délicat, lorsque vous faites de l'immobilier comme M. Trump. Et cet oligarque rachète une villa de M. Trump en Floride pour 95 millions de dollars, alors que Trump l'avait acheté 4 ans plus tôt pour 41 millions de dollars. Donc, il y a une plus-value de 50 millions. M. Ribolovlev, c'est ça? Exactement. L'AS Monaco. Et ces 50 millions de plus-value, elles sont faites alors que le marché est resté stable entre 2004 et 2008 et il n'a fait aucun travaux. Dans les années qui vont suivre, M. Ribolovlev va détruire cette maison. Et il a dit à son épouse, quand il lui a dit pourquoi tu as fait ça, il a dit je le devais. Alors à qui le devait, on peut le deviner, c'était pas clair. En tout cas, c'est juste pour dire qu'il y a eu beaucoup comme ça d'argent venu, non pas directement bien sûr du KGB ou quelque chose comme ça, mais par des hommes d'affaires, par des mafieux qui mettaient beaucoup de soviétiques ou ex-soviétiques qui s'étaient installés à Brighton Beach dans les années 70-80, qui mettaient de l'argent, qui allaient blanchir leur argent dans ces casinos et qui l'ont énormément aidé. Je crois que ça tient à ça, et ça tient pour l'autre raison que vous soulignez précédemment, qui est aussi que lui, sa vision du monde, brutale, sans morale, faire la grandeur de son pays, il se retrouve avec M. Poutine là-dessus. Oui, ces deux-là se ressemblent. Merci beaucoup. Je renvoie à votre dernier livre, Notre homme, et on voyait Donald Trump en fond de couverture, voilà. À Washington, c'est une enquête absolument passionnante à lire chez Grasset. Merci Régis Janté. Et donc, on peut dire ce soir que oui, il est un peu fragilisé, mais le régime n'est pas prêt de tomber. Merci à vous de nous avoir suivis dans Tout est politique ce soir.